population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la dominicale de Vérité Franc-Parler sur la 94.3 Radio Cotonou. Soyez les bienvenus. Un système éducatif moderne et performant, véritablement au service du développement socio-économique, c'est le rêve de toute nation. Le Bénin s'inscrit dans cette dynamique et au niveau de l'enseignement supérieur, des réformes ont été engagées depuis l'avènement du pouvoir talent. Nous pouvons citer la désignation des recteurs des universités publiques, la mise en place d'un conseil d'administration des universités, l'installation d'un organe de contrôle des pratiques académiques et de la professionnalisation de l'enseignement et bien d'autres. Des initiatives qui seront scrutées sur ce plateau avec notre invité. L'idée est de schématiser en termes clairs la caricature de l'université du futur, surtout avec l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle. Et justement, nous recevons ce matin le professeur Clotaire Agossou. Il est agrégé des facultés de droit enseignant-chercheur à l'université de Parakou et vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Avocat, président de l'association béninoise du droit de la famille, ABDF, et membre du comité local d'éthique pour la recherche biomédicale. Bonjour à vous, professeur Clotaire Agossou. Bonjour, André. À nouveau, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Merci beaucoup, Honoré. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chipey, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour, professeur Agossou. Bonjour, Honoré. D'accord. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Parakou et vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau. Le dimanche 29 juin dernier, nous avons échangé sur un débat qui porte bien entendu sur le taux de réussite au niveau de la faculté de droit. Université de Parakou, 6 admis sur 2482 en première année de droit. C'était donc une nouvelle qui a choqué plus d'un. Vous avez d'une manière ou d'une autre rassuré l'opinion publique. Alors, pour lancer cette émission, j'ai bien envie de savoir la suite de ce dossier. L'année s'est achevée comment à l'université de Parakou, surtout à la faculté de droit? Alors, je vous dis d'abord merci beaucoup d'être venu sur ce débat. Vraiment, je suis très content. Alors, lorsqu'on a fini par donner les résultats définitifs, nous avions eu un taux d'admis de plus de 45%. 45% d'admis. Alors, ce qui est la norme. Donc, de 6 de 6 individus seulement pour la première session. Et oui, donc on s'est retrouvé plutôt à 49% au total de taux de réussite, c'est ça? Oui, c'est ce que je voudrais vous dire. Alors, cette question de première session, deuxième session, c'est dans l'ancien langage. D'accord. Voilà. Donc, je vous avais dit que c'était juste des résultats d'étape. Okay. Et que souvent les étudiants ont tendance à prendre tout leur temps avant à mieux reculer pour sauter. D'accord. Et donc c'est ce à quoi on a assisté. Et donc ceux qui ne comprenaient plus le système tel qu'il est aujourd'hui, nous sommes dans le système LMD. D'accord. Et donc c'est par semestre que ça se passe. Et vous avez 2 semestres par an. L'étudiant qui a cette possibilité, puisqu'il y a une sorte de revenir pour tous les 2 semestres, de revenir pour une sorte de rattrapage. C'est vrai que le rattrapage doit être fait par semestre. Vous comprenez? On doit faire pour un semestre un rattrapage avant d'aller composer pour le second semestre de l'année. Mais la gestion des grands groupes est très difficile.
D'accord. Donc, vous imaginez ce nombre que nous avons. Je vous avais dit, on n'a pas 2000 et quelques... Oui, vous avez parlé d'étudiants fictifs. Voilà, il y en avait, oui. Sérieusement. Et donc, par rapport à ça, on organise juste un rattrapage pour les 2 semestres, et c'est ce qui a donné ce résultat final. D'accord. Donc de 0,000 peut-être 1%, vous êtes passé à 49%. La magie s'est opérée concrètement comment? Dites-nous. C'est au niveau des étudiants eux-mêmes. Au niveau des étudiants. C'est au niveau vous des nous étudiants. rassurez que ce n'est pas de l'enragement. Du tout pas. Pas du tout. C'est pour relever. Du tout pas pour ceux qui me connaissent. Pour ne pas faire pied de figure. Monsieur Naoum, oui, pour ceux qui me connaissent avec ma rigueur, ils savent que ce n'était pas de pied de figure, c'était pas parce qu'on a parlé à droite à gauche que c'était comme ça. Non, c'est parce que les étudiants ont travaillé, ont montré, et c'est qu'on a ce taux-là. Et souvent, vous avez ces gens de taux, pour en droit, je vous avais dit, 30, 40 ou plus 50%, c'est le taux raisonnable souvent en droit. Parce que les gens vont en droit par dépit, par effet de mode, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. Et comme je vous le dis, je répète, je me plais à le dire, je préfère que l'étudiant ait les bagages nécessaires pour faire le droit avant de venir en droit. C'est très important pour ça. Donc le droit, c'est pas fait parce que j'ai échoué en médecine, je viens en droit. C'est pas ça. Je crois qu'il faut plutôt faire le contraire. D'accord. Alors, véritablement, quand vous regardez ce schéma, est-ce que, avec ce taux de réussite, est-ce que c'est bon pour vous? 49%. Est-ce qu'on ne devrait pas espérer plus que ça? Oui, on devrait, mais faites un peu recul l'histoire. D'accord. Quand vous allez dans l'histoire des facultés de droit, un taux de 49%, c'est pas mal. En tout cas, c'est inédit dans les facultés publiques, en tout cas actuellement au Bénin, et même dans le monde. Donc c'est très important. Et donc c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule pour que déjà... Dans certains pays comme les États-Unis, on ne va pas à la faculté de droit sans avoir fait une autre faculté. Okay. Donc il faut avoir un background. Ouais. Donc nous avons laissé, nos facultés, nous avons fait ce choix. Donc de laisser à ce que le primo baccalauréat qui a le bachelier puisse y accéder. Comme quelqu'un qui a déjà peut-être fait la science éco peut venir. Et qui vient maintenant donc, pour se spécialiser en droit d'affaires. Voilà, quelque sorte. Donc il y a ces questions-là. Donc dans ce cas, on peut trouver la bonne formule déjà dans l'orientation des étudiants dès le départ. Et donc, alors le débat se fait, je l'avais dit la dernière fois, le débat se fait de plus en plus. Est-ce que lorsque les nouveaux bacheliers, est-ce qu'il faut une année de préparation? Dans les écoles d'ingénieurs, il y a des années de préparatoire. Est-ce qu'il ne faut pas faire une année préparatoire? Et donc ça, c'est un débat sur lequel on peut revenir plus tard lorsqu'on va vers une université du futur. Alors, est-ce que cette polémique qui était donc dans la presse, choquait des parents qui ont réagi et tout ça, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur les étudiants dans une prise de conscience? Eux-mêmes peut-être parce que j'avoue que je ne sais pas si ça a été à la base de ce qu'on a cette année. Le taux d'étudiants que j'avais en première année l'année passée, c'est plus le même. J'ai eu déjà fait quoi en première année cette année pour cette rentrée-là, parce qu'on parlait en juin, il n'y avait pas encore la rentrée. Oui, tout à fait. Et donc le taux que j'ai vu, c'est pas le même que j'avais vu l'année passée. D'accord. Donc ça veut dire que les gens... L'effectif a chuté ou bien ça a augmenté? Ça a chuté un tout petit peu. Ça a chuté un tout petit peu. Et donc... ils ont compris que ce n'est pas une aventure. C'est pas une aventure. Qu'il ne faut pas venir là parce qu'il faut y aller. C'est pas l'effet de monde. Et dedans, en plus, ça c'est sur la forme, je peux dire à peu près ça. Sur le fond, je vois des étudiants plus conscients. D'accord. C'est vrai que le jeune âge est toujours là, c'est vrai. Mais ceux que j'ai vus cette année... Ils sont vraiment jeunes, il faut le dire. Ça, il faut le dire, 15, 16 ans, 17 ans. C'est ça, pour le bac, c'est toi. Et donc, je vois des gens un peu plus conscients, un peu plus sérieux au travail. Alors vous imaginez que il faut leur dire plusieurs fois qu'il faut venir avec le code civil, il faut venir avec le code des personnes de la famille. On va vous apprendre comment on utilise le code avant qu'ils ne viennent dans un cours de méthodologie, avant qu'ils ne viennent. Mais cette fois-ci, ils sont là. Vous le dites une fois, tout le monde est prêt à son instrument de travail. Et donc ça a changé peut-être quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce que ceux qui ont vilipender cette information, est-ce que c'était pour faire du bien à l'université ou faire du bien aux étudiants? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils voulaient se faire du bien à eux-mêmes? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr,
d'un côté ou d'un autre, chacun de nous y a tiré une leçon pour pouvoir... ça nous a permis aussi de mieux communiquer, pour mieux connaître comment ça se passe au niveau de la faculté de sciences politiques de l'Université de Parakou. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, revenons donc sur la thématique du jour. On parle bien entendu aujourd'hui des réformes qui ont été engagées dans le système éducatif, surtout au niveau supérieur. Parce qu'on l'a dit, si les enfants sont bien éduqués dans un pays, c'est sûr que ça doit avoir un impact sérieux sur le développement économique et social. Alors aujourd'hui, quand vous regardez un tant soit peu le système éducatif au niveau supérieur, quelles sont les réformes qui captent votre attention? Alors, Monsieur Naoum, d'abord je vais commencer par dire quels sont les objectifs. D'accord. Ce à quoi on s'attend. D'accord. On s'attend à une université du futur au Bénin. Alors l'université du futur, c'est quoi? D'accord. Première chose. L'université du futur au Bénin, à notre entendement, c'est cette institution universitaire qui est plus inclusive. Première chose. D'accord. Une institution numérisée. Deuxième chose. Une institution assise sur la recherche et l'innovation. Une institution, troisième chose, une institution connectée au marché du travail. Et enfin, une institution éthique et responsable. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir en décortiquant thématique par thématique pour nous faciliter la lecture? Exactement. Allez-y. Exactement. Alors, vous avez commencé quand vous avez parlé de l'IA. D'accord. L'intelligence artificielle. On ne peut pas construire l'université du futur au Bénin sans passer au numérique. D'accord. Sans passer au numérique. Et déjà à ce niveau, oui, allez-y. Vous savez, dans nos universités, la connexion Internet est à coup de déploiement massif. Alors, il suffit de mettre pied à l'université de Parakou pour voir qu'il y a des trous qui se font partout, tout ça. Et donc, c'est pour que l'Internet soit disponible à haut dose, à haut débit, comme on le dit. À haut débit. Donc, il y a ça. Premier point. Donc, première réforme à ce niveau-là. Ensuite, le téléenseignement. Alors, on nous a saisi très récemment pour nous dire qu'il y a des amphithéâtres qui sont réfectionnés dans une logique de faciliter le téléenseignement avec tous les matériaux didactiques, pédagogiques nécessaires. Et donc, certains de nos amphithéâtres aujourd'hui sont dans cette perspective-là et les travaux ont commencé. D'accord. En tout cas, au niveau de... Téléenseignement pour faire quoi? Pour dire aux étudiants de rester à la maison pour suivre les cours en direct, c'est ça? Alors, Monsieur Naoum, l'université, aujourd'hui, n'importe où dans le monde, est confronté à la gestion de grand nombre. Effectivement. Nous avions pendant longtemps pensé que la notion de grand nombre concerne les collèges, le primaire, le secondaire. Mais cela également, la dynamique dans laquelle nous sommes dans l'enseignement supérieur, et donc il y a la gestion des grands nombres. Et donc les facultés comme les facultés de droit et sciences politiques, les facultés des sciences économiques et de gestion, les facultés des arts, des sciences humaines, sciences humaines, et donc sont confrontées à ces questions-là, à ces questions de gestion de grand nombre. Même la faculté de médecine. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Déjà en première année, j'interviens à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Vous avez déjà près de 400-500 étudiants en première année. C'est pas petit. C'est pas du tout petit, c'est du grand nombre. Et donc, il faut gérer ce grand nombre-là. Et donc, à des moments donnés, il faut que tout le monde puisse y accéder. Et dans les mêmes conditions. Et l'outil, l'Internet, l'outil informatique, le numérique nous permet aujourd'hui d'être plus inclusif. Ce qui me permet de dire, en utilisant le numérique, en optant pour le téléenseignement, on aura une institution plus inclusive. On va permettre à tout le monde. Et aussi, les petits guéguerres, le harcèlement, toutes ces questions-là, plus ou moins contact physique. C'est ça. Encore que l'enseignement supérieur, il n'y a rien de beau de voir son étudiant, son étudiante devant soi, pour mieux voir comment il s'exprime, comment ça se passe très bien. Et donc, il faut avoir ça. Et donc, il y a ce déploiement déjà au niveau de cette réforme-là qui est en cours actuellement. D'accord. Également, il y a eu des réformes qui aujourd'hui fait de l'enseignant celui qui doit apporter quelque chose à sa communauté. Alors quand je parle de communauté, je parle de la communauté universitaire, mais également la société dans laquelle elle vit. D'accord. Ça veut dire que lorsque vous prenez l'université de Parakou, c'est une université qui doit nous dire ce qu'elle apporte à la société, à la ville de Parakou. La population de Parakou, ils gagnent quoi? Est-ce que c'est juste une université? Alors, qu'est-ce que les recherches, les innovations que cherche l'université de Parakou, qu'est-ce que ça apporte à la population de Parakou? Qu'est-ce que ça apporte au département du Borgou?
Et donc, l'innovation est là. Et donc, il y a tellement de recherches que vous savez aujourd'hui. C'est un enseignant de l'université de Parakou qui a mis en place un kit pour détecter le papillomavirus, cancer du col de l'utérus. Oui. Et donc, aujourd'hui, l'université est en train de l'aider pour monter de telle sorte qu'on puisse brevétiser tout ça, et donc qu'il y ait et c'est ces innovations là, et donc l'université peut, donc on a besoin d'une institution comme ça, une institution connectée au marché du travail. Alors pendant longtemps on a tout fait, à tort ou à raison, critiquer l'université de ne former que des chômeurs, des beaux parleurs. Alors il faut que la formation, les offres de formation, ça rime à la demande du marché, et donc par rapport au programme d'action du gouvernement. Quel est l'objectif? Et donc aujourd'hui, c'est l'objectif, et toutes les offres de formation ont été normalisées, ont été revues dans cette logique-là. Aujourd'hui, à la faculté de droit et de sciences politiques, vous ne pouvez plus finir sans un stage inclus dans votre formation. Je dis le stage est inclus dans la formation. Vous avez un minimum de 6 semaines de stage à le faire. Alors vous allez me dire, monsieur Naoum, alors tellement ils sont nombreux, où est-ce que vous allez trouver les stages? Eh bien, on a fait ce travail-là pendant 3 ans afin de voir comment les insérer, quelles sont les institutions. Alors, faire un stage, tout le monde va penser que pour faire les stages, le juge a besoin d'aller dans un tribunal, dans un cabinet. Non. Même chez la bonne dame qui va au marché, il a besoin de l'apport du juge. Expliquez-nous. Comment ça se fait? Alors, la bonne dame qui va au marché, oui, il peut y avoir des conflits. Première chose. La relation avec le client, la relation avec son fournisseur, les contrats, comment schématiser tout ça. Le juriste peut l'aider pour prévenir éventuellement des conflits. Donc ça, on peut penser que ça ne va pas. Et surtout avec nos marchés modernes qu'on a aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de ces jeunes juristes afin d'aider davantage pour faire des audits dans leur gouvernance interne. Et donc également, la recherche de l'innovation, c'est aussi la gouvernance de l'université. Et vous avez dit tout à l'heure, sous le président Patrick Talon, et donc il y a eu des nominations au poste afin d'aller dans la logique. Et donc, avant, c'était une élection. C'était des élections, avec tout ce que ça donnait, comme bon côté, comme mauvais côté. Et on a fait un choix à un moment donné d'aller dans ce sens de gouvernance. Nous aurons le temps de l'évaluer afin de dire est-ce que c'est un bon choix qu'on a fait ou pas. Mais pour le moment, essayons de l'appliquer. Et dans l'application, on voit aujourd'hui, lorsqu'on élise le recteur ou le douanier, il n'est plus susceptible de voir par rapport à ses collègues aussi des comportements puissent se permettre de cacher là-dessus, se taire là-dessus, et donc parce qu'on ne va plus vous renouveler votre poste ou pas. Et donc ces questions-là, on est en train de le revoir. Également, je disais que c'est une institution éthique et responsable. C'est ça. Alors, on a tout fait traiter l'enseignant de celui-là qui est harceleur de ses étudiants, celui-là qui ne va pas au cours. Il y a eu des cas? Oui. Et donc, justement, c'est ça qui a fait qu'on a mis en place la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Et cette délégation à l'éthique et au contrôle de l'enseignement... Ça consiste à faire quoi concrètement? Alors, la délégation, c'est d'abord pour évaluer les offres de formation, évaluer les enseignants, voir le respect de l'éthique dans l'enseignement. Vous savez, l'enseignement supérieur, c'est... Vous l'avez soumetté à la dite question, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est quoi? L'évaluation, c'est évaluer l'enseignant en situation de classe. D'accord. Première chose. Évaluer l'enseignement de l'enseignant. Ce qu'il donne. Ce qu'il donne comme enseignement, qui doit être conforme à certaines normes, certaines valeurs. Voilà. Et donc, sans toutefois briser, sans toutefois heurter la liberté académique, bien sûr. Et donc, parce que vous avez, il y a des enseignants... Parce qu'il y a la pédagogie aussi qui pose problème par moment. Justement, il faut évaluer aussi toute cette pédagogie-là. C'est ça, ces questions-là. Ils sont formés à la pédagogie parce que enseigner, ça s'apprend aussi. Vous savez, enseigner, ça s'apprend. Et donc, parfois, on manque dedans. Il ne suffit pas d'être docteur pour savoir enseigner. D'accord? Parce que le diplôme minimum pour entrer à l'université, c'est le doctorat. C'est le diplôme minimum pour entrer à l'université. Et donc, une institution éthique et responsable, c'est cette institution où les enseignants, les apprenants, mais aussi le personnel administratif puissent partager ces valeurs. Et c'est pour ça qu'on a doté l'enseignement supérieur du code d'éthique et de déontologie. Le code d'éthique et de déontologie. Et les enseignants eux-mêmes qui se sont entendus, c'était les travaux à Dassa en mars 2000.
2023, et donc pour mettre en place ce code d'éthique et qui est fonctionnel. Et pour voir, la délégation au contrôle est là également pour voir le respect de cette... Alors, vous allez dire, est-ce que c'est chasse à l'homme? Non. Depuis que la délégation est là, fait un travail de pédagogie au niveau des enseignants. La belle preuve, il y a 2 semaines, nous avions eu des formations sur les valeurs, nous fait découvrir davantage les principes éthiques, les principes déontologiques. C'est un corps, l'enseignement supérieur. Et donc, l'enseignant du supérieur ne peut pas se comporter comme tout le monde. Et donc, c'est celui-là qu'on appelle le Moutou Ledi, l'élite. À partir de ce moment-là, il y a des responsabilités. Vous êtes enseignant un jour, vous êtes enseignant toujours. Voilà. Et donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette université du futur qu'on attend et les réformes qui sont engagées dans ce sens. Alors, monsieur Naoum, vous imaginez qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, de ces 10 dernières années, l'enseignement supérieur est le parent pauvre des différentes de tout ce qui a été fait au bénéfice de tout ce qu'on a apporté. Mais pourtant, il y a une révolution silencieuse qui ne dit pas son nom, qui se fait. Parce que je crois que le gouvernement a choisi un chemin, on l'exprime plus, c'est qu'il faut d'abord nettoyer le poulailler en quelque sorte, par les brebis galeuses. C'est pas tout le monde. Il y a ceux qui sont C'était aussi pourri, c'est ça? Non, pas nécessairement. C'est pas tout le monde. Mais on a l'habitude de dire, lorsque vous avez une seule tomate pourrie, dans un ça peut contaminer tout le reste. Et donc, il faut faire tout possible, pas des frappes chirurgicales, essayer d'enlever cette... Donc, c'est ce que le gouvernement a essayé de faire d'abord, enlever cela, pour pouvoir maintenant mieux injecter dedans. Et je crois que c'est là où nous en sommes. D'ailleurs, on a créé un fichier national de ceux qui veulent enseigner dans l'aspect. Donc ceux qui sont aspirants. Et donc pour vérifier réellement est-ce que ceux-là peuvent rentrer dans ce corps. C'est très important. C'est parmi ceux-là maintenant qu'on va aller. On a procédé déjà au recrutement. Donc là, le test a été fait la dernière fois. De 250 enseignants. Donc vous voyez, pour davantage continuer, et c'est parti pour près de 1200. Bon, parce qu'il y a aussi ce problème-là, on n'a pas assez d'enseignants, et qui fait qu'il y a ces questions. Et donc, une institution éthique et responsable, voilà ce qu'on attend d'une université du futur. Les 5 points cardinaux d'une université du futur, c'est cette université qui est inclusive, une université numérisée, une université assise sur la recherche et l'innovation, une université connectée au marché du travail et enfin une université éthique et responsable. C'est celle-là. Et je pense que toutes les réformes entreprises par le gouvernement et va dans ce sens-là. Déjà à partir d'une mise en place du Conseil national de l'éducation, qui est pour tous les ans, mais avec tout ce qui a été fait de façon spécifique dans le domaine de l'enseignement du supérieur. D'accord. Alors, on va essayer de voir un tant soit peu. Aujourd'hui, on peut noter, dans le système éducatif, on peut le dire ainsi, une course en quelque sorte de certains éléments à aller vers le doctorat. Où vous voyez beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui qui s'engagent véritablement sur ce chemin. Mais quand vous prenez tout cet engouement que nous remarquons, ça vous rassure ou ça vous inquiète sur la qualité, sur l'université de futur qu'on espère? Parce qu'il y a beaucoup effectivement qui s'engagent pour avoir le doctorat. L'idée c'est peut-être pour enseigner, d'autres peut-être pour aller sur le marché international et autres. Est-ce que ça vous rassure, cet engouement? Alors première chose, engouement d'aller faire une thèse, c'est une très bonne chose. Ça ne peut que me rassurer. On dit que nous sommes dans une dynamique, parce que plus vous avez une population plus instruite, plus la qualité de demande de l'offre, et puis vous avez des gens plus compréhensibles de ce qu'on fait, et plus ouverts. D'accord. Alors ça c'est une bonne chose. Maintenant, lorsqu'on y arrive, ce qu'on y met dedans, le profil qu'on sort, est-ce que c'est le profil qui a nécessairement les compétences? Ça c'est toute autre chose. Et je pense que c'est pour ça que actuellement il y a une mesure conservatoire qui est prise au niveau des écoles doctorales, de certaines écoles doctorales, de surseoir d'abord et de redéfinir les critères, de revoir la gouvernance de certaines écoles doctorales. Parce qu'on le dit peut-être pour blaguer ou bien pour l'amuser, mais c'est quand même pertinent. Où vous entendez des gens qui disent le monsieur il a le doctorat, mais il peut pas tenir dans une analyse. Il peut pas tenir dans un discours plutôt. Il peut véritablement pas décrypter. Il est dans son domaine. Il est peut-être dans son domaine, mais quand vous l'invitez sur un plateau,
sa manière d'opiner, d'analyser, de tirer des conclusions, ça ne rassure pas toujours. Comment vous appréciez ça? Alors, mais il y a une chose. Oui. Si quelqu'un est docteur en médecine, il n'est pas docteur en communication. D'accord. Il n'est pas docteur en communication politique. Alors donc, je peux bien savoir ma chose dans mon domaine, savoir, je fixe mes objectifs, j'atteins, mais je ne sais pas comment communiquer autour de ça. Ça, donc ça, c'est pour, donc, et donc, mais je ne dis pas nécessairement. Il lui sera difficile alors de partager le savoir. Non, mais on peut mettre autour de lui un service pour ça. D'accord. Donc ça, c'est pas un problème. On peut mettre autour de lui un service pour ça, qui va s'occuper de ça. Donc c'est pas tout le monde qui a cette capacité de pouvoir, de pouvoir opiner. Voilà, de pouvoir montrer à la face du monde. Donc il faut, c'est un apprentissage. D'accord. Au jour le jour, c'est un apprentissage. Donc ceci dit, je suis d'accord. Mais Monsieur Naoum, nos universités sortent de bons produits. Ça, de bons produits. Ça, pour quelqu'un qui... On n'a pas besoin d'aller ailleurs, c'est ça? Non, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'ailleurs. On n'a pas du tout besoin d'aller ailleurs. On peut faire un bon doctorat au Bénin ici, sans aller ailleurs. On peut bel et bien faire un très bon doctorat au Bénin. Nous avons les ressources. C'est le management. C'est le management qui suit. Le programme qu'on met en place. Alors, les réformes, les nouveaux tests qui ont été pris ont bien mis l'accent sur l'école doctorale qui s'occupe de la formation doctorale. On peut insérer dans les formations doctorales cette manière de comment présenter ces résultats et les former pour ça. Et former celui qui va au doctorat pour ça. D'accord. Mais lorsqu'on fait une thèse de doctorat, c'est pas facile. D'abord, on s'isole. Il faut du temps. Et on s'isole. Parfois, quand vous sortez d'une thèse de doctorat, vous vous retrouvez, c'est difficile de vivre dans un groupe. Si vous n'avez pas travaillé dans une équipe, et surtout les juristes, souvent, la thèse, parfois, on le fait seul. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, il faut se resocialiser, si vous voulez dire. Donc, parfois, c'est pour ça que certains pensent qu'il faut travailler il faut créer les laboratoires. Et qu'au sein des laboratoires, en plus, moi j'ai eu la chance de travailler dans un laboratoire en Belgique. Et vous savez, tous les lundis, même si vous allez travailler toute la semaine, vous seul, tous les lundis, vous êtes dans un groupe. D'accord. Et vous exposez. Mais vous allez d'abord travailler seul, faire les recherches tout seul, et venir exposer, et bien, partager avec les autres votre. Et donc, je vous ai dit, c'est pour ça que, pour permettre une redynamisation des écoles doctorales, qu'il y a une mesure que Madame la ministre a prise pour suspendre d'abord les soutenants de thèse, pour qu'on puisse refaire, ça fait partie des réformes, revoir au niveau des écoles doctorales, comment, parce qu'il y a d'engouement, et c'est pas, il faut pas taire ces engouements. Il revient à l'État de bien organiser pour que le filtre soit bien fait. Le filtre soit bien établi. Oui, parce que si on décide d'organiser, ça veut dire qu'on a constaté des problèmes. Oui, justement. Et puis, c'est celui qui ne fait pas mal. Il faut s'y engager pour qu'on détecte là où il y a le problème, afin de venir les corriger. Ça, c'est l'enseignant qui vous parle. Le problème est à quel niveau? Au niveau de ceux qui doivent encadrer donc ces docteurs, ou bien c'est au niveau de l'État, ou bien au niveau des doctorants eux-mêmes? Le problème est à tous les niveaux. D'abord, l'État. Il faut que l'État injecte dans les recherches. Lorsque quelqu'un veut s'engager dans une thèse de doctorat, il faut financer cela. C'est-à-dire, on peut dire que s'il n'y a pas de financement, ou soit la personne, dès le départ, nous montre les sources de ces financements, et qu'on a une idée claire là-dessus, et que l'enseignant avec lequel il veut le faire également, limiter peut-être le nombre de thésards que chacun doit avoir. D'accord. Vous comprenez? Par exemple, ça c'est des choses sur lesquelles on peut aller pour qu'il y ait plus. Mais aussi que c'est pas nécessairement tout le monde qui ira faire une thèse. C'est pas nécessairement. Et voir dans quelle mesure. C'est pour ça qu'il y a les comités de thèse au niveau des écoles doctorales. Comités de thèse pour suivre et rigoureusement l'étudiant jusqu'à la thèse de doctorat, jusqu'à la finir sa thèse de doctorat. Donc ça, c'est très important. Donc le problème n'est pas seulement au niveau de celui qui s'engage. Celui qui s'engage à faire une thèse, c'est une très bonne chose. La volonté, c'est très... Il revient à l'État, il revient à l'école doctorale de lui dire, voici les règles pour faire la thèse. D'accord. Voici la règle. Et donc, l'État doit davantage investir dans la recherche. Moi, je pense un pays qui se développe, c'est un pays qui mise sur ses recherches. Il y a tellement de recherches qui ont été faites. Oui, il y a tellement des écrits qui dorment, qui ne sont pas vulgarisés. Les mémoires
les thèses de doctorat qui sont là, Aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut davantage désoccidentaliser le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, lorsqu'on rentre dans une recherche concernant le Bénin, il faut tenir compte de nos réalités endogènes. D'accord. Pour faire les recherches. Okay. Que ce soit en droit, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut qu'on fasse la lecture en tenant compte de nos réalités. Pour faire ces lectures-là. Ça manque. Parfois... On va aller chercher, copier les choses là. Voilà. Surtout avec l'intelligence artificielle là, vous tapez seulement, ça vient et les gens copient et redimensionnent. Mais justement, c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut une université responsable et éthique. D'accord. C'est très important à ce niveau-là. Et donc permettre, l'État est la main. Lorsque même si vous utilisez... Il faut utiliser l'intelligence artificielle, mais il faut savoir l'utiliser de façon éthique. D'accord. Et donc ça, c'est pas tout ce que l'intelligence artificielle vous donne qui est vrai. Je vais vous donner un exemple simple. Hier, j'étais à Boïko. On cherchait par exemple à aller d'un point A à un point B. Et puis celui qui me conduisait dit tapons dans Google Maps. On tape dans Google Maps. On devait aller à une station de service. C'est une station service. Et puis le chemin nous dit faites comme ça. Et on revient. J'ai dit mais ça, pourquoi on va aller faire le détour là? On va pas aller faire le détour. Directement, on va aller à l'endroit. Et quand on a pris la voie, l'intelligence artificielle s'est accommodée à ce que l'on... Donc ça veut dire que, voilà. Donc ça veut dire que vous-même, quand vous faites... Il faut avoir un peu de jugeote. Voilà. C'est là. Et c'est là où parfois je dis, mais est-ce qu'il y a d'intelligence artificielle? Il n'y a que des logiciels qu'on combat. C'est l'intelligence humaine qui est derrière tout ça. Et donc, la question d'éthique est là, à ce niveau-là. D'accord. Alors, vous parlez de management de nos organisations et on a pensé, bien entendu, à travers les réformes, la mise en place d'un conseil d'administration des universités. Oui. Comment ça se fait à Parakou? Alors, les 4 universités publiques... D'accord. Chacune de ces universités a un conseil d'administration. Et le conseil d'administration est présidé par un président. Et le recteur dépend du conseil d'administration. Le recteur doit rendre compte au conseil d'administration. Donc, le budget est validé devant le conseil d'administration. Vous voyez? Et donc, c'est une gestion libérale, c'est comme vous voulez. C'est comme une entreprise. On gère. Et donc, le recteur... Le conseil d'administration, quand il y a des manquements, interpelle le recteur. Et donc, le conseil d'administration peut interpeller le recteur sur une organisation qui va mal, s'il y a des comportements de déviance, tout ça, le conseil d'administration est là. Et donc, c'est une nouvelle type de management. On n'a jamais eu un truc comme ça, cette expérience-là. Mais c'est le moment de vivre cette expérience. Est-ce que c'est pas lourd? Non, je crois que pour le moment, c'est pas encore trop lourd. D'accord. C'est pas encore trop lourd parce que c'est des hommes qui animent. Et donc c'est peut-être au niveau de ceux-là qui rendent la tâche un peu plus lourde à mon humble avis. Sinon, ça va tellement que peut-être que celui qui est douanier, celui qui est recteur peut penser qu'il va tout concentrer. Ce qui n'est pas vrai. Parce que si vous avez un doyen, c'est que vous avez un vice-doyen. Et chacun a un domaine donné dans la pratique universitaire. Si vous êtes recteur, il y a les vice-recteurs, ainsi de suite. Chaque vice-recteur a domaine qu'il faut faire. Et le recteur est là, et qui est le pouvoir normatif, nécessairement, de l'université. Et donc, c'est une gouvernance nouvelle. On est en train de l'expérimenter. On est au 2e mandat. On aurait fait 6 ans. On est en train de l'implémenter. On verra, on va évaluer à un moment donné et tirer les conséquences nécessaires pour voir est-ce que c'est la meilleure chose qu'il nous faut ou est-ce que si dans cette perspective de l'université future connectée, marché de l'emploi, on ne peut pas concevoir les offres de formation sans tenir compte du secteur privé. On ne peut pas. On ne peut pas concevoir parce que alors l'État utilise combien dans ce compte d'EVS? L'État n'utilise à peine 0,5%. Le reste, c'est le secteur privé. Alors quand vous déversez les étudiants sur le marché du secteur privé, alors il y a des critiques qui vous reviennent. Mais vous nous avez envoyé quoi? Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, celui-là que vous m'avez envoyé. Vous savez, moi j'ai mon frère jumeau qui est opérateur économique. Tout à fait. Alors, quand vous lui dites prenez tel
en stage, il prend et dit, mais ça c'est quoi vous m'avez envoyé? Il peut même pas me faire ceci, il peut même pas me faire cela. Et donc ça, vous dites, alors ça vous dit, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il faut concevoir les offres de formation sans eux? Donc ça c'est très important. Aujourd'hui, il est obligatoire, comme le conseil d'administration l'a recommandé, d'avoir au niveau de chaque JFR, unité de formation de recherche, une connexion avec le patronat. D'accord. Une connexion avec le patronat. Les offres de formation il faut faire une étude de terrain. Et voir qu'est-ce dont on a besoin. Est-ce que le profil que vous formez, est-ce que le marché est demandeur? Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est une gestion libérale de l'université. Est-ce que c'est la meilleure? On va évaluer, on fera le point, on verra. D'accord. Alors, vous savez, en notre temps, il y avait des professeurs qui sollicitaient un tant soit peu des étudiants qui sont en DEA et autres pour les accompagner. Et il y a des moments même, c'est que toute l'année, vous ne verrez que ces jeunes-là qui viennent donc pour former. Est-ce que les choses ont changé un peu à l'université aujourd'hui? Alors, première chose, oui. Ça n'a pas changé, mais ça a été amélioré davantage. D'accord. Ce cadre-là, parce que c'est ça, la formation du supérieur. Ok. C'est-à-dire que le jeune qui déjà avec son DEA, Master en Recherche, aujourd'hui, ça veut dire qu'il est destiné à faire une thèse de doctorat, c'est pour enseigner. Donc, on peut le dire un doctorant. Un doctorant. Il aspire vraiment à enseigner. D'accord. Oui. Et donc, il faut transmettre. Donc, l'enseignant, celui-là, doit pouvoir transmettre les bonnes manières, celui-là. Et donc, il faut lui tenir par la main. D'accord. Et donc, lui montrer comment ça se passe et comment ça doit se passer. Et donc, à partir de là, il faut, de temps en temps, lui laisser la main, lui montrer comment ça se passe. Et donc, c'est pour ça, par exemple, à la faculté de droit et sciences politiques, les doctorants sont des chargés de travaux dirigés. Puisque nous n'avons pas assez d'enseignants, les doctorants sont des chargés de travaux dirigés. Donc, on en recrute qui font les travaux dirigés. D'ailleurs, même les tests qui régissent l'enseignement du supérieur, les assistants sont ceux qui sont prévus pour les travaux dirigés. Les assistants, les maîtres assistants sont pour les travaux dirigés. Les profs de rang A, donc les maîtres de conférence, maîtres de conférence agrégés, professeurs titulaires, c'est eux qui font les cours magistraux. Dans l'enseignement supérieur, c'est ça. Donc les travaux pratiques, les travaux dirigés, c'est pour les assistants. Assistant, c'est le docteur, c'est le maître assistant, c'est eux. Et donc c'est parce qu'on n'a pas assez d'enseignants de rang A que parfois les assistants se retrouvent à être titulaires d'enseignement théorique. Sinon l'enseignement aussi, c'est les travaux dirigés. C'est aussi enseigner. Et donc, puisqu'on n'a pas assez recruté d'assistants, donc on fait recours à ceux-là. Et ceux-là sont sous coupole d'un enseignant de rang A. Et donc il leur dit, voici le thème à discuter aujourd'hui, voici la manière dont je veux, ce que j'attends des étudiants. Et donc vous-même, quand vous voyez celui-là fait, vous êtes resté avec lui pendant 2-3 ans, vous voyez comment ça se fait. Et donc vous apprenez. C'est comme ça se fait. C'est vrai qu'il y a eu des mauvaises pratiques qui se sont glissées pendant longtemps, mais on est en train de corriger tout ça. C'est pour ça que la délégation au contrôle et à l'éthique est là. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, dans cette vision-là d'une université du futur, j'aimerais bien savoir quelle est peut-être la mission d'un vice-doyen, parce que vous êtes un vice-doyen. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la vie de l'université? Alors, le vice-doyen, c'est le chargé des affaires académiques. D'accord. Au niveau d'une faculté de droit. Donc, soit le vice-doyen ou le droit directeur adjoint. D'accord. D'accord. Donc, c'est le chargé des affaires académiques toujours. Alors, lorsqu'il s'agit des affaires académiques, vous savez, c'est celui-là, tout ce qui concerne les offres de formation. Tout ce qui a été, ce sur quoi on a conçu les offres de formation. Si une offre de formation, dans une offre de formation, je prends par exemple la licence 1 programme, comme licence en droit. Licence en droit, vous avez le droit public, vous avez le droit privé. Alors, les offres de formation, quand il est dit, les emplois du temps, les enseignants, et quand l'enseignant est recruté, il faut la pédagogie. Donc, il doit suivre des cours de pédagogie. C'est formation continue. C'est le vice-doyen qui contrôle tout ça. Ok. Vous voyez. Donc, les emplois du temps, donc la charge. C'est ensuite l'évaluation des étudiants. Il faut veiller à ce que, lorsqu'on commence un semestre, ça doit faire minimum 14 semaines. D'accord. Donc, c'est le vice-doyen qui veille à ça. Il doit voir, en collaboration avec les chefs de chaque département, l'attribution des cours, tel enseignement qui va le faire, et qui aura la charge. Comment est-ce que les enseignements vont être faits? D'abord, il n'y a pas de copinage dedans? Il n'y a pas de copinage. C'est au niveau des départements que ça se fait sous la supervision du vice-doyen. D'accord. Sous la supervision du vice-doyen. Et donc, ensuite... Vous prenez les ristournes?
il n'y a pas de ristourne, donc il n'y a pas de copinage. Le vice-doyen fait son travail. Et donc, il n'y a pas de... parce que quand vous faites de copinage, ça peut se retourner contre vous. Quand vous positionnez, bon, peut-être vous allez donner plus d'heures à X ou Y en espérant peut-être un retour. Alors, il n'y a que, par exemple, quand vous êtes enseignant... Parce que tout ça est payé, non, vous savez. Qu'est-ce qui est payé? Les cours, là, c'est payé, non? Oui, mais ça, vous parlez de l'enseignant vacataire. Parce que l'enseignant permanent, il a un salaire. Il n'a pas à payer. Vous comprenez? Et lorsqu'il est assistant, il y a une masse horaire qu'il doit faire. D'accord. Il ne fait pas d'heures supplémentaires? Oui, il y a des heures supplémentaires qui sont payées à part. D'accord. C'est de ça que je parle. Oui, mais les heures supplémentaires ne doivent plus dépasser 90 heures. Donc, quel qu'en soit ce que vous faites, il doit pouvoir l'être. D'accord. Donc, vous pouvez voir. Et ensuite aussi, puisqu'on est dans une offre, on est dans une professionnalisation, je vous ai dit, une université connectée au marché de l'emploi, il faut associer les professionnels. On a, selon le système LMD, il faut au moins 30% de professionnels. Et donc, il faut savoir choisir aussi ces professionnels. Parce que vous avez des professionnels qui font ce qu'on appelle des pratiques contralégales dans ce qu'ils font. Il est professionnel dans un domaine, mais il fait tout à fait le contraire de ce que la loi dit de faire. Et il se plaît dedans. Il se dit, c'est comme ça que je fais, j'ai toujours fait comme ça. Et puis quand vous lui dites, mais c'est pas ça, mais il veut pas comprendre. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Donc si je comprends bien, dans le domaine par exemple de la presse, donc il y a des gens qui ont le doctorat qui enseignent. Mais vous pouvez faire recours à quelqu'un comme moi pour de venir parler de la profession de façon pratique, c'est ça? Bien sûr. Donc on peut faire recours à vous. Et puis, bien sûr, en ayant le temps d'étudier votre dossier, de vous observer, de savoir si vous avez les capacités. Voilà. Vous savez quelqu'un, la loi sur la presse dit ceci. D'accord? Par exemple. Et lui, il est professionnel, il a déjà près de 15 ans, 20 ans dans le domaine. Il fait tout à fait le contraire, il se plaise dedans. Mais quand on lui dit que c'est pas ça ce que dit, il dit non, moi j'ai toujours fait comme ça, votre loi là, mettez ça de côté. Mais nous on ne peut pas mettre celui-là devant les étudiants. C'est un danger. On ne peut pas mettre celui-là devant les étudiants. Donc il faut faire le choix des professionnels qu'il nous faut. Deuxième caractéristique du professionnel dont il faut, ça c'est les enseignants vacataires. Deuxième point, c'est ce professionnel-là qui est en mesure de transmettre le savoir. Vous savez, j'ai toujours dit aux professionnels, le bon professionnel c'est celui qui arrive. Le bon praticien, c'est celui qui a transmettre sa pratique. Et le bon théoricien, c'est celui qui arrive à pratiquer sa théorie. Dont la théorie peut être pratiquée. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir des anciens, de grands professeurs, de grands au soir de leur vie, ils avaient élaboré une théorie au début de leur vie, de leur enseignement, mais à la fin, ils disent... Je pense que je dois revoir cela. Parce qu'après l'avoir pratiqué, j'ai vu qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc c'est très important par rapport à ça. Et donc, il n'y a que le vice-doyen se charge de tout ça. Et donc, évaluer ces enseignants-là et pouvoir mettre cela. Et également, voir avec les collègues leur formation continue. Les enseignants, qu'ils soient vacataires ou non, doivent être, c'est-à-dire des formations continues. On ne va pas penser que parce que je suis des enseignants, donc je sais déjà tout. Non. Il y a la cellule de pédagogie et de la qualité. Vous avez, par exemple, au niveau de chaque université, cette cellule-là qui s'occupe de l'évaluation, de la pédagogie et de la qualité dans l'enseignement supérieur, et donc qui sont les bras armés de la direction du contrôle et à l'éthique pour pouvoir donner la qualité à ce qu'on fait. Et donc, il faut chaque fois remonter ces questions-là et voir. Et puis, c'est de la pédagogie. C'est pas nécessairement tirer sur l'enseignant. C'est parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un enseignant qui a cours avec les étudiants à 8 heures se pointe à 10 heures. Le vice-doyen là pour vérifier tout ça. Un enseignant qui a soutenance de thèse ou soutenance de mémoire et puis demande à ce que les étudiants puissent lui apporter de l'argent pour ça. Non, ça, donc on peut pas faire tout ça. Et donc tout ça, c'est le rôle du vice-doyen. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que sur les bancs des universités, vous voyez véritablement des étudiants qui le disent clairement? Moi, je veux devenir professeur d'université. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a l'émulation là aujourd'hui, où les gens disent je veux faire une longue étude parce que ma finalité c'est d'enseigner? Alors, si c'est de savoir si j'en veux, j'en trouve, oui. D'accord. J'en trouve. Alors ça c'est souvent, même déjà à partir de la licence, quand vous leur posez des questions, vous entendez oui je veux être professeur d'université. Et là vous commencez par leur décliner comment ça se passe à l'université, voici comment ça se passe pour être enseignant à l'université. Il faut avoir au moins le doctorat.
Il faut avoir au moins le doctorat pour être enseignant à l'université. Et là encore qu'avec le doctorat, vous êtes juste un simple assistant. Ensuite, il va falloir gravir les échelons, devenir maître assistant, maître de conférence, ensuite professeur titulaire. Et tout ça, il faut passer d'étape à étape. Il faut leur expliquer. Mais c'est surtout au niveau des étudiants de master, master recherche, que vous avez plus d'engouement. Vous avez, dans une salle, vous pouvez... La vision est beaucoup plus claire à ce niveau. Oui, là, à ce niveau, vous prenez ça au sérieux. D'accord. Donc là, vous avez... sur une trentaine, quarantaine de masterants, vous avez 6, 8, 10 qui veulent être enseignants du supérieur. Et donc, si ceux-là, s'ils veulent être enseignants du supérieur, c'est bien. Donc, il y en a qui veulent faire la thèse, mais ils ne veulent pas l'utiliser en tant qu'enseignant. Et donc, vous commencez par jauger ceux-là. Donc, il y en a. Maintenant, il y en a qui veulent l'être parce qu'ils savent que, ou ils auraient appris que au Bénin, dans la fonction publique, celui qui gagne plus, c'est l'enseignant du supérieur. D'accord. Vous comprenez? Donc, ils ont cette logique-là. Oui. Mais quand vous avez ça pour venir à l'enseignant supérieur, ça veut dire que vous êtes... C'est gâté. C'est mal barré. Ça veut dire que vous êtes venu pour chercher de l'argent. C'est pas l'argent. Je me rappelle, quand je faisais ma soutenance... Parce que c'est pas un service marchand. Non, du tout pas. D'accord. C'est vous dire que quand je faisais mon mémoire de DEA, à la soutenance, c'était avec le professeur Baguidi, l'actuel président du CNE. Et donc, on me demande, Monsieur Agossou, il y avait Madame Notaï, épouse Wolo, qui était dans le jury. Il y avait docteur Aïou, qui est aujourd'hui à la cour des comptes. Et donc, ils étaient dans le jury. Donc, on me demande de façon unanime, les trois, mais Monsieur Agossou, vous voulez faire quoi demain? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je vais être enseignant. Alors, en ce moment, il n'y avait pas encore réforme de l'enseignement. Et donc, l'enseignant du supérieur commence avec 175 000. C'était ça. Et donc, il dit, mais Monsieur Agossou, il n'y a pas de l'argent dedans. Hein? Il dit, professeur, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. J'ai cette envie-là de transmettre le savoir. Vous savez, entre la voix et le savoir, ça fait partie... Le savoir, quand vous le partagez, quand vous le donnez, vous êtes plus riche. Par contre, la voix, quand vous le donnez, ça diminue votre... Mais aujourd'hui, ça paye bien? L'enseignant du supérieur est à l'abri du besoin. Est-ce que ça paye bien? Parce que la plupart des pays qui sont dans la sous-région sont pratiquement au même niveau que nous, sauf le Cameroun. Mais sinon, la plupart sont plus... Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Ça nourrit son homme. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Non, l'enseignant du supérieur aujourd'hui, ça nourrit son homme, tout au moins. Si on ne s'entoure pas trop de problèmes, si vous voulez, mais sinon ça nourrit son homme. Quand vous êtes enseignant du supérieur, ça nourrit son homme. On pouvait faire mieux, mais ça nourrit déjà son homme. D'accord. Alors, si vous finissez le tableau, quand on prend vraiment les professeurs titulaires, donc bien capés là, ils sont à combien? Avant d'aller donc se reposer, ça veut dire qu'au soir de leur vie en quelque sorte, ils sont à combien? J'avoue que moi-même je suis pas encore à ce niveau, donc je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais je sais que ça nourrit son homme. Ça nourrit vraiment son homme. Ça nourrit son homme. Si on ne s'embrasse pas d'autres problèmes. Ça nourrit vraiment son homme. Et pour le moment, mais encore que la vie devient de plus en plus chère, il va falloir revoir certaines choses. Ça, et continuer à améliorer les conditions de vie de l'enseignant au niveau de l'université. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole à nos auditeurs qui vont certainement vous poser des questions et après on reviendra au plateau pour la suite de cette émission. Et je le rappelle bien, les contacts pour pouvoir intervenir 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un au bout du fil? Pas encore. On nous signale qu'il n'y a pas encore d'intervenants et je vais rapidement faire un tour sur, bien entendu, la toile pour voir s'il y a une question déposée. Pas encore aussi sur Internet. Donc on va poursuivre l'émission en attendant. Alors, il y avait des doctorants ou des docteurs, je vais même dire, qui étaient au service de l'université par le passé et donc qui n'avaient pas de conditions et autres. Mais par la suite, l'État a décidé donc de régulariser leur situation. Je crois qu'il y a une trentaine qui étaient donc recrutés, si j'ai bonne mémoire. Alors, ça vous a apporté un ouf de soulagement?
au niveau de l'éducation, au niveau supérieur. Oui, de toute façon, du personnel en surplus, c'est toujours quelque chose. Vous imaginez, du personnel en surplus. Par exemple, vous avez aujourd'hui à l'université de Parakou, il y a une pyramide qui change. Il y a plus de profs de rang A que d'assistants. D'accord. C'est comme si on est dans l'armée, il y a plus d'officiers que de sous-officiers. D'accord. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord. On nous signale qu'il y a un auditeur, on reviendra, donc vous allez donner plus de détails là-dessus. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, bonjour à vous. Pardon. D'accord, nous vous écoutons. Ok, vous avez un docteur sur votre plateau et je le remercie beaucoup pour la prévoyance et le débat qui se met depuis 10 heures sur votre plateau. Je le remercie beaucoup, mais je crois qu'il est docteur, il porte le titre de docteur et tout à l'heure il a dit qu'il n'est pas encore procès titulaire, donc il ne peut pas nous dire de façon exacte combien les procès titulaires gagnent. Moi, je ne voudrais pas avancer un truc sur le plateau, mais nous avons aussi nos papas, des frères qui sont avec nous, des doctorats, des gens qui ont été déjà docteurs, qui sont en train de gravir les échelons. D'accord. Je ne voudrais pas dévoiler un secret sur votre truc. Mais ici, moi j'ai quelqu'un, il m'a dit que sa vocation c'est de devenir professeur du côté du supérieur. Vous savez qu'en 2018, celui-là, parce qu'il a obtenu une bourse d'excellence, et il doit réaliser sa thèse entre deux universités, à Boumé-Calabi et l'université Sorbonne. Mais avec les critères, ils sont au nombre de 3 au Bénin. Parce que là, ils ont travaillé dans la discipline. Moi, mon ami, il a travaillé au niveau de la discipline biochimie et enzymologie moléculaire. Donc, à la fin, les deux autres ont eu le temps de soutenir, mais de 2018, on n'a pas permis, moi, à mon ami, là, de soutenir après les deux autres. Il y a une GDR qui ne dit pas son nom. Il a fallu que nous puissions contacter les autorités au sommet de ce pays avant que cette crise-là ne soit fermée. Mais finalement, c'est en 2020, il a fini par soutenir sa thèse à l'université d'Abomey-Calabi. Parce que mon ami, il a travaillé, il a fait la biochimie des cancers. Il a même obtenu un diplôme au niveau de l'université Paris-Saclay. D'accord. Un diplôme d'université. Mais parce que celui-là, celle-là, qui a fait les grandes réformes avec Talon, avec le temps, celui qui a été son directeur de thèse, il a été obligé de quitter Paris, de venir ici intervenir dans cette guerre qui ne disait pas son nom. Donc, c'est pour vous dire quoi? Il y a des douaniers aussi, des gens qui ne veulent pas partir. C'est pourquoi nous devons remercier le président Talon avec cette grande réforme instaurée au sein de la vie universitaire. On doit le remercier. Aujourd'hui, c'est pour la première fois que je vois tout ce régime. On est en train de recruter des jeunes qui vont devenir enseignants d'ici peu de temps. Parce que la liste est déjà disponible. Nous devons souhaiter une longévité au président Talon. Il y a d'autres qui ne veulent pas quitter l'université, céder la place à la jeunesse. Et tout ça, c'est eux qui sont les plus connaisseurs au monde. Ça, on ne les voit pas comme rien de plus bouger au Bénin. Ça, c'est une mauvaise foi qui anime beaucoup les enseignants de l'université. C'est tous ceux-là qui sont déjà au sommet, qui sont titulaires, qui ne veulent pas laisser la place. On n'a qu'à les faire partie. La connaissance ne se limite pas seulement à un niveau. Même si nous voyons, le Bénin va démarrer toujours. Bénin et les cellules, on va les voir demain. D'accord. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Merci. Bonne journée. Voilà. Donc, vous aurez la réponse à vos préoccupations, c'est sûr. Quelqu'un est en ligne. Le bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Bonjour, monsieur le directeur. D'accord. Je m'appelle Simon. D'accord. Je voudrais dire au vice-doyen qu'au cours de cette émission-ci, il a parlé d'un terme, du terme valeur. Valeur. Les enseignements doivent donc induire sur certaines valeurs à la prudence. Ma question est-ce que, monsieur le directeur, est fier de ce qui se passe dans notre pays, dans la sous-région et à l'international,
tous les plans. Je veux parler du plan politique, plan social, et pourquoi pas économique. Surtout avec les réseaux sociaux. Voilà, la deuxième préoccupation, c'est que... Oui. Allô? Oui. C'est que, à un moment donné, des gens de haut niveau, on ne peut pas nommer ici, d'accord, de très haut niveau, enseignants ou pas, lorsqu'ils sont dans le feu de l'action, on les connaît. On les connaît, mais ce qu'ils ont enseigné, les valeurs qu'ils ont induites alors, ils bafouent ces compétences, ces valeurs-là. On se pose la question, où va le monde? Où est-ce que nous allons? Donc voilà mes deux préoccupations. D'accord. J'ai bien compris vos préoccupations. Merci. Quelqu'un est là? Pas encore. On revient donc au plateau en attendant. Donc Théophile Akloupa, non? Il a parlé donc d'un cas. Il a parlé de guéguerre à l'université. Ça existe toujours cette affaire-là? Où les anciens ne veulent pas donc... Quelqu'un est là? Ok, on le prend d'abord. Bonjour. Oui, bonjour, notre Alefoka, M. Naoum, sans oublier l'invité. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres ainsi Amen. que l'invité. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, qu'est-ce qui m'amène dans l'antenne? Oui. Te demander et te réclamer de nous rediffuser cette émission au moins 2 ou 3 fois. C'est ça qui m'amène sur l'antenne-là. D'accord. Pour que ça puisse faire école. D'accord. Merci. C'est très important. Ok. Et je remercie ton invité qui a la tête sur les épaules. D'accord. Merci. Merci. Merci à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage. Nous allons donc revenir, sauf s'il y a quelqu'un qui est là. On peut encore prendre quelqu'un? Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bonjour à vous. Si je rate cette émission-là, ça va m'énerver. Ah ouais. Il y a Midi Koumayon. Non, je salue monsieur Clotaire Agossou. Oui. Je voudrais lui demander, est-ce qu'il connaît comment les avocats obtiennent leur CAPA? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption au niveau des juristes? Ça fait 1. Nous cherchons une amélioration pour l'enseignement supérieur, surtout avoir une société apaisible et correcte. Est-ce que l'université est réservée uniquement pour les bacheliers? 1. Une institution d'éthique, votre invité l'a dit tout à l'heure, une institution d'éthique est responsable. Mais nous constatons des chômeurs au niveau de cette institution. Nous constatons des menteurs, des faux produits qui menacent dans nos tribunaux. Je constate que les avocats ont fêté 60 ans, ont chanté l'hymne national sans avoir la maîtrise des recommandations. Est-ce que le bilan est fait? Objectivement, le droit est juste et dit au Bénin. Est-ce que l'assistance d'un avocat est nécessaire? Qu'en dites-vous? Les absences criardes, je dis bien les absences criardes des avocats et dans nos tribunaux, et une fois récupéré leur salaire ou bien leur argent, ils sont substitués chaque fois à l'audience. Qu'en dites-vous, monsieur Clotaire Agossou? J'ai D'accord. tellement de questions. Vous allez revenir une autre fois. Là, aujourd'hui. Merci Je vous beaucoup. retourne l'antenne Ok. à dimanche prochain. Merci beaucoup à vous. Bonjour.
Et je reprends l'antenne de la main de mon cher doyen Liamidi Koumagnon. C'est ici, c'est Sébastien Nyoronso. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, je salue votre invité. Ma première préoccupation, c'est de demander, c'est de chercher à savoir, est-ce que ce n'est pas le système éducatif francophone qui est différent du système éducatif anglophone qui crée des problèmes aujourd'hui dans les pays francophones. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les pays anglophones, nous voyons des étudiants, des docteurs, des avocats, quand ils sortent de l'université, ils commencent par entreprendre. Ils cherchent à fabriquer des choses. C'est là que vous voyez qu'il y a des développements dans quelques pays anglophones que nous avons autour de nous. Mais dans nos pays francophones, on ne voit pas ces initiatives. Nos étudiants n'entreprennent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche nos étudiants francophones, ceux qui sortent de l'école, à entreprendre. D'autres vont vous parler de l'argent. Il n'y a pas de soutien. Est-ce que nécessairement l'argent fait défaut? Est-ce que nécessairement il faut avoir l'argent avant d'entreprendre? Est-ce que nécessairement il faut avoir l'argent avant de mettre en œuvre ce que nous avons appris dans nos universités, dans nos écoles? Qu'est-ce que tout ça là? Et les pays anglophones, vous les voyez, ils sont développés plus que nous, il faut le dire. Ils sont plus développés plus que nous. Qu'est-ce qui nous amène à ça? Voilà ma seule préoccupation pour ce matin. D'accord, merci. Bon. Un autre encore? Le tout dernier. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui. Hugues Apovi. Hugues Apovi, d'accord. Mon frère. Nous vous écoutons. Vous êtes un très bon dimanche. Merci. À vous et votre invité. D'accord, allez-y. L'invité, merci de nous avoir cités. Et moi, ma question, c'est que mon constat, les réformes aujourd'hui au Bénin sont tellement nombreux que dans beaucoup de secteurs, il y a des évolutions. Mais au niveau de l'université, c'est vrai que je n'ai pas encore mon enfant qui est à l'université, non. Mais j'entends et je vois. Et je constate que les universités aujourd'hui privées sont plus nombreux. Et beaucoup de parents aujourd'hui emmènent les enfants dans les universités privées. Et qu'est-ce que les universités et publiques font en réalité? Parce que vous voyez les réformes dans les collèges. Les collèges, je vous dis que ça a boosté, c'est-à-dire que c'est allé, ça va de l'avant. Mais à l'université, s'il y a plusieurs de privés, ça veut dire qu'il n'y a pas encore ce qu'on veut, les parents veulent. Donc pensez à mieux nous amener de bonnes choses dans les universités privées. Privées ou publiques? Publiques plutôt. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, oui. Vous avez parlé un peu du droit là. Je suis en train de constater que ceux qui font le droit, ils sortent et deviennent des avocats. Quand ils sortent là, ils viennent encore vous gruger. En réalité, ça là, je ne vais pas cacher mes mots. Et quelle formation vous les donnez, ils sortent, ils viennent encore nous gruger, ils viennent nous fatiguer. Parce qu'ils ne viennent pas dire le vrai droit. Il y a beaucoup d'entre eux qui le disent. Vous connaissez le vrai droit? Mais bien sûr. Ah bon. Attends, j'ai compris votre question. On va essayer de vous répondre, d'accord? S'il vous plaît. Oui. D'accord. J'ai acheté ma parcelle. Celui qui m'a vendu est décédé. Il a pris l'argent avec moi et c'est ça qu'il a pris pour aider ses enfants jusqu'à ils sont allés à l'université. Et aujourd'hui, celui-là n'est plus là. Les enfants viennent maintenant me dire que ma parcelle là, je dois réacheter. C'est le droit, ça? D'accord. C'est pas dans ce problème-là, c'est dans la justice, il n'y a pas de solution. D'accord, on a compris. On a compris. Merci. Merci à vous. On revient définitivement au plateau là. Sinon, on ne pourra même pas trouver le temps de répondre. Voilà. Taoufik Aklokwano, il parle de bourse. C'est quelqu'un qui doit donc étudier entre deux universités, Calavi, Sorbonne. Au final, il parle de guéguerre parce que quelqu'un n'a pas pu soutenir et il a fallu donc l'intervention, de quelques sommités pour que cela puisse se réaliser enfin. Est-ce qu'il y a toujours ça?
Ou les crocs en jambes à l'université, on ne veut pas laisser les jeunes évoluer? Non, je crois que je vous ai dit que l'université à laquelle on aspire avec les réformes, c'est l'université du futur, c'est une université responsable et éthique. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Je crois qu'un tel comportement, je peux faire deux analyses autour de ça. D'accord. C'est qu'aujourd'hui, avec le système mis en place, ça aura du mal à passer. Ok. Ça aura du mal à passer. Parce que de toute façon, au niveau de chaque faculté, vous avez une cellule, un comité d'éthique. Parce avant là, il faut le dire. Oui, ça, si vous ne faites pas ça la malèque au boss, vous ne passez pas. Oui. Alors, est-ce que ça a changé? C'est ce que les gens veulent savoir. Est-ce que ça a changé? Ça a beaucoup changé. Oui. Ça a beaucoup changé. Ça ne veut pas dire que tout a disparu d'un clin d'œil. Non, il y a des choses qui persistent. Mais, parce que les vieilles habitudes ont des oreilles dures, comme on le dit, ou la peau dure, comme on le dit. Mais il y a des choses qui ont changé. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de chaque faculté, vous avez un comité d'éthique et de déontologie qui sont, en tout cas, l'œil de la délégation au contrôle au niveau de chaque faculté. Alors, donc, s'il y a un problème comme ça, c'est très simple de formuler. Parce que le jeune là, s'il devient titulaire, il va m'embêter. Donc je tourne, je fais en sorte que que ça ne progresse pas, qu'il n'arrive pas à atteindre mon niveau. Alors c'est malheureux, mais pas comme ça. Cet esprit, il faut tuer ça, ou bien, tout au moins. Parce que s'il devient titulaire, ça va me tuer, ça ne vous enlève à rien, puisque de toute façon, vous restez son maître. Vous restez toujours son maître. Il ne peut en aucun cas vous manquer de respect. Oui, mais même s'il vous manque de respect, la communauté universitaire le regarde. C'est ça. Vous comprenez? C'est comme si vous avez des enfants et qui manquent de respect à leurs parents. Vous voyez les autres comment? Lui, il ne respecte même pas. Donc ça, c'est lui-même qui s'enchaîne. C'est une question de déontologie et de valeur. Donc je pense que s'il y a eu de tels comportements, il faut se plaindre à la délégation au contrôle et pour que de tels comportements. Parce que c'est quand on sanctionne que les gens ne feront plus. D'accord. Les sanctions sont le début de la prévention. La relève est assurée. Je vous assure. D'accord. Narcisse Rolonou qui parle de valeur à communiquer à l'enseignant. Et donc, il voit des gens, il les méconnaissent après sur le terrain. C'est que il est peut-être professeur, il a enseigné, il a dit des choses, mais quand on le voit en action, hors de l'université, on le méconnaît. Est-ce que ça doit déranger? Est-ce que c'est normal? Oui, normalement, c'est pas normal. Parce que je vous ai dit, enseignant une fois, enseignant pour toujours. Vous voyez, c'est comme un enseignant du supérieur qui ne donne pas la popote à la maison. Il est professeur de droit. Qu'il soit professeur de droit. Comme vous. Qu'il soit professeur de droit ou pas, il est enseignant à l'université. D'accord. Et donc, il est enseignant. Et donc, il fait partie d'un corps des enseignants du supérieur. D'accord. Il ne donne pas popote à la maison. Et la femme crie sa mère. Tout le monde vient voir. Monsieur refuse de donner popote. Alors, ça, simple. Si on l'apprend, déontologiquement, ça pose un problème pour lui. C'est ça. Il pourrait être poursuivi. Vous comprenez? Donc, ça ne peut plus être comme avant. Mais aujourd'hui, on est dans une phase de transitoire où la délégation, quand elle apprend ça, c'est pas nécessairement sanctionner l'individu, mais l'amener à lui dire, tu ne devrais pas faire ça. Voici ce qu'il faut faire. On va arriver à une étape où maintenant il faut sanctionner. Vous comprenez? La délégation est encore dans une logique de pédagogie, de dire, il faut qu'on retourne à nos valeurs. Il faut qu'on retourne à nos valeurs au niveau de l'université. D'accord. Il y a Liamédi Koumayon qui parle d'obtention de CAPA et il cherche à savoir s'il n'y a pas de corruption possible. Je n'ai pas connaissance d'une sorte de corruption au niveau de la division de CAPA avocat. Alors, parce que quand on dit CAPA, il faut faire attention capacité en droit et puis qu'il y a un diplôme pré-universitaire au niveau des facultés de droit et maintenant le CAPA avocat. Et c'est l'ordre même au Bénin, l'ordre qui s'occupe de ça et qui a commencé. Et donc il y a eu un dernier examen, les gens sont passés, bon. Donc c'est vrai que le nombre... Parce que je comprends sa question par rapport à la suite de son développement, parce qu'il parle de menteurs, de faux produits dans les tribunaux et autres. Il doute de la capacité de ces gens-là, en quelque sorte. Alors, l'enseignant que nous formons à la faculté de droit, parce que là, il indexe particulièrement l'enseignant de faculté de droit. Oui. Bon, donc, nous formons quelqu'un
on lui donne les compétences sur le plan du savoir. Et on lui donne quelques règles de savoir-être et de savoir-vivre. Maintenant, si ne prend pas pour lui toutes les règles de savoir-être et de savoir-vivre, bon, vous allez voir il va être bien sur le savoir, la connaissance, mais dans le savoir-être, savoir-vivre, il ne va pas être bien. Alors nous, est-ce qu'on est trop comptable de ça ? C'est un autre débat. D'accord. C'est un autre débat par rapport à ça. Oui. Parce que ça dépend aussi de la valeur intrinsèque de chacun. Et voilà. le milieu dans lequel on a grandi aussi. L'éducation qu'on a reçue. D'accord. Quel qu'en soit ça. Donc, il y a toutes ces questions-là. L'université, est-ce que c'est réservé aux bacheliers ? C'est ce qu'il a... Non, il y a aussi la validation des acquis. Il y a parfois des gens qu'on admet pour faire la licence ou le master parce que peut-être après son bac, il a, dans un domaine bien plus spécifique, il a servi la pratique pendant 5 ans. On dit on va lui comptabiliser ça pour dire, on le met, il peut commencer deuxième année de licence, il peut commencer troisième année, il peut aller troisième semestre ou quatrième semestre pour pouvoir finir. Donc on suppose, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. Parce qu'il y a quand même des apprenants qui ont tout fait mais qui n'arrivent pas à décrocher, à même avoir le bac. C'est des problèmes. Oui, c'est pourquoi c'est pas nécessairement ceux qui ont le bac qui viennent à l'université. Il y a le diplôme de l'ESE et il y a aussi la capacité en droit qu'on utilise d'autres moyens pour rentrer à l'université. Pour repêcher en quelque sorte. Pour repêcher, pour venir à l'université. Et également les acquis, la validation des acquis. Par exemple, si vous avez fait peut-être 10 ans, si par exemple on a un master en droit des personnes et de la famille et que vous avez une licence peut-être en psychologie, vous avez été dans une direction chargée des questions de famille pendant au moins 10 ans, vous dites que je vais faire un master. D'accord, mais pour faire le master, il faut avoir une licence en droit. Effectivement, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Non, on va vous dire, on va vous capitaliser tout ça avec votre licence en psychologie. Okay. Donc vous pouvez venir. C'est des cas exceptionnels. On va vous admettre. Et ça, c'est le QO, c'est la commission d'orientation universitaire, la commission universitaire d'orientation, l'étudiant qui vient et donc vous faites la demande par là et puis au niveau de l'université, on décide. D'accord. Alors, Sébastien Nhorossou lui dit qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le système francophone ? Parce que dans le système anglophone, les étudiants sortent, arrivent à entreprendre, mais véritablement dans notre pays, ça pose problème. Dans le système francophone, ça pose problème. C'est pas spontané. Oui. Qu'est-ce qui manque ? C'est ça. Je vous avais parlé d'une adaptation. Voilà. Je vous ai dit au marché de l'emploi. Voilà. L'innovation et accès au marché de l'emploi. C'est pour ça que dans les réformes, le stage est obligatoire aujourd'hui. D'accord. Première chose. Deuxième chose, le numérique est obligatoire. Et troisième chose, les langues nationales sont obligatoires. Donc ça, c'est très important. Donc dans la réforme... J'ai déjà suivi des soutenances où, à la fin, le président du jury qui demande tout ce que vous venez de dire, résumez ça dans votre langue. Voilà, ça c'est très important. Vous voyez. Et donc nous sommes en train d'adapter tout ça. Et donc ça, c'est les produits qu'on aura assortis de. Et donc l'entrepreneuriat, vous avez par exemple à l'université de Parakou, il y a un centre de développement de l'entrepreneuriat. C'est d'accord. Ouais, par exemple. Et donc d'abord cette obligation d'insérer l'entrepreneuriat dans les offres de formation, ou soit le faire en sorte de module pour ceux qui sortent, ou bien vous l'insérez depuis la licence jusqu'au master, vous l'insérez, ou bien vous le faites à la fin, comme un module qui est développé. Par exemple, la fac de médecine, actuellement, est en train de l'a fait la semaine passée, à ces étudiants, ces docteurs qui sortaient. Bon, parce que on a l'impression dans le système francophone, ça c'est peut-être la notion d'ACOWI, la secrétaire particulière, Champliard. Donc la notion d'ACOWI qu'on avait, donc on pense que ACOWI c'est celui qui travaille pour l'État. Donc travaille dans un bureau. Donc le travail, c'est nécessairement le salariat, c'est le fonctionnariat, c'est le salariat. Donc, est-ce que c'est ce qu'il faut ? Donc, il faut déconstruire cela. C'est dans cette perspective que nous sommes, et puis c'est pour ça qu'on veut s'arrimer à ce qu'il faut que on sache que si vous êtes 150 à sortir en tant que médecin, mais à peine l'État prendra 3-4 parmi vous, le reste. Il faut vous mettre à votre compte. Et pour se mettre à votre compte, il faut savoir qu'est-ce que le marché de l'emploi offre.
Pour celui qui veut se mettre à part. Quelles sont les différentes... Lorsque je suis docteur en médecine, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, les mots d'exercice en tant que médecin, les mots d'exercice en tant que futur juriste, comment est-ce que je peux faire? Et donc ces questions-là, il faut leur apprendre, il faut leur dire comment ça, on se comporte dans tout ça. On n'enseigne pas ça. On le découvre sur le terrain. Comment se préparer? Comment rédiger un business plan? Un plan d'affaires pour dire, bon, moi je suis sorti en tant que juriste, diplômé, master professionnel en droit, juriste d'entreprise et d'affaires, et donc qu'est-ce que je peux exercer? Soit je me fais recruter pour la fonction publique ou pour la fonction privée, ou bien je me mets à mon propre compte. Et à partir de là, si je dois me faire recruter pour la fonction publique, qu'est-ce que je dois céder à quoi et quoi? Si je dois, c'est pour la fonction privée, qu'est-ce que je dois le faire? Et si c'est à mon propre compte, comment ça se fait? Ça, c'est ce qu'on met de plus en plus et pour avoir un profil plus redéfini de juriste à la sortie, un profil bien redéfini. Il y a Hugues Akpovi qui s'interroge par rapport à la prolifération des universités privées. Donc, il cherche à savoir si c'est bien ou pas. Alors, ce qui est sûr, l'État ne peut pas consommer tous les bacheliers. L'État ne pourra pas. Ça, c'est impossible. C'est clair. C'est clair, l'État. Et donc, la question de l'éducation, c'est un pouvoir régalien de l'État. Donc, ça veut dire que l'État doit intervenir au niveau des universités privées. Donc, la question des universités privées, c'est une très bonne chose. Ça permet à l'État de remplir... Ça soulage. De remplir sa fonction régalienne. C'est la même chose dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. Donc l'État ne pourra pas, donc les cliniques privées, tout ça, les cliniques, donc les centres de santé privés, donc ça c'est des choses que l'État doit maintenant réguler. Donc l'État doit dire comment est-ce qu'il faut faire, et donc je crois que c'est fait, et donc on a une direction générale de l'enseignement supérieur, et dans cette direction générale de l'enseignement supérieur, il y a l'enseignement privé, le service des enseignements privés, qui veille à ça, la qualité des enseignements privés, et donc des inspections, des évaluations sont faites dans ces établissements, avant d'avoir le quitus, avant d'avoir votre certification, tout ça, qui se fait de plus en plus. Et c'est pour ça. Et davantage pour certifier ça, on peut discuter de ça. C'est pour ça que l'État a institué le diplôme national de la licence et de master. Pour davantage. On vient à peine de donner même les résultats de la licence. De la licence. Donc vous voyez, c'est par rapport pour davantage crédibiliser ce qui se fait dans le privé, parce que parfois vous avez des fondés qui délivraient avant, qui n'ont que des esprits de commerçants. Et qui délivraient les diplômes pour des gens qui n'ont même pas reçu de formation. Par rapport à ça, il faut faire des évaluations, il faut certifier ce qui se fait. C'est pour ça qu'il y a le diplôme. C'est vrai que ça peut choquer, qui a un double traitement, mais ceci dit, ça ne veut pas dire que quand vous avez votre licence au niveau de l'université privée, vous n'êtes pas obligé de passer le diplôme national, mais vous ne pouvez pas l'utiliser si vous voulez entrer dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Donc, mais dans le privé, vous pouvez l'exhiber. Si le privé, vous pouvez l'exhiber. D'accord. Je reviendrai sur l'université privée. Je finis d'abord avec la question de Hugues Akpovi qui parle des avocats qui gruchent. Il donne donc l'exemple d'un dossier d'achat de parcelles et autres. Ah oui, mais dans ce dossier, il n'a pas dit qu'un avocat l'a grugé. Mais de toutes les façons, je n'ai pas... Non, peut-être que c'est un avocat qui accompagne celui qui vient donc réclamer. Oui, mais si un avocat accompagne celui qui réclame, l'avocat... C'est pas l'avocat qui a le problème. Voilà, je ne comprends pas. L'avocat est là pour défendre son client. Vous comprenez? Et donc... L'avocat est aussi assis sur des règles déontologiques. Très souvent, on ne voit pas ça. Quand on dit que l'avocat ment... Parce que beaucoup de citoyens ont une idée négative. Très négative. Sur les avocats. La perception que les gens ont de l'avocat, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Alors, il me parle... Quelqu'un, je crois qu'un des auditeurs a parlé de ce que les avocats ne viennent pas à l'audience, se font représenter. Oui, mais c'est-à-dire, nous sommes parfois dans un système où l'avocat est programmé dans plusieurs juridictions à la même fois. Et il est seul dans son cabinet. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il va essayer de voir comment pouvoir trouver éventuellement. Donc, parfois, c'est vrai qu'il y en a qui sont des galeux, je ne dis pas non, mais parfois, c'est pas que je les excuse, mais on peut en arriver là. En même temps qu'il est programmé à Cotonou, il est programmé à Parakou, il est programmé à... Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a certains qui luttent pour dire il faut qu'on davantage décentralise le barreau. Mais bon, ça, c'est une longue histoire. Bon.
Bon, moi, je pense que c'est plus... Au barreau de Paris, par exemple, c'est pas la même chose. C'est vraiment délocalisé et donc il y a plus de trucs là. D'accord. Donc maintenant, dire que l'avocat... Alors, si vous avez des problèmes avec un avocat, vous pouvez saisir l'autre. L'ordre des avocats, et vous verrez. Vous saisissez l'ordre des avocats, vous verrez. C'est le bâtonnier va pouvoir l'interpeller. Parce qu'il y a l'ordre des avocats et il y a les principes déontologiques de l'avocat. C'est très important. Et donc l'avocat, tout comme l'enseignant du supérieur, a des principes déontologiques qu'il doit pouvoir respecter. C'est très important. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je parlais d'université privée avant et que j'allais revenir là-dessus. La question est simple. Dans votre caricature là, d'université, du futur, il y a bien entendu l'université publique, l'université privée. Tout ça, c'est ensemble. Oui. Ça va nous coûter combien? Parce que tous les jours, on remarque que ça monte là. Les frais de scolarité. Ça va nous coûter combien? Plus cher ou moins cher? Ce qui est de qualité. Oui. À sa valeur. Non. Attendez. On a déjà dit que le système éducatif n'est pas marchand. C'est pas l'argent qui est le moteur de la mécanique. Mais quand vous voyez les coûts de formation aujourd'hui dans nos universités privées, vous voulez dire? Oui, c'est ce que je dis. Ça fait peur. Oui. Ou bien? Oui. Bon, écoutez, je reviens encore pour dire ce qui a de la qualité à un coût. Quand vous recherchez la qualité, il y a un prix à mettre. Ce que l'État peut faire au niveau des universités privées, c'est de veiller à ce que le coût qu'ils donnent respecte la qualité de ce qu'ils fournissent. D'accord. Ça, l'État c'est son rôle de veiller à cela. C'est très important. Et donc, en mettant les standards à un niveau donné. D'accord. En posant les standards. Disant, voilà le niveau qu'il faut avoir, le niveau qu'on va, si on veut s'installer. D'accord. Il faut avoir. Alors, le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait que les universités privées puissent disposer de leur propre corps enseignant. C'est ça. Ça, c'est très important. Alors, parce qu'ils utilisent aussi les enseignants du public. Ils utilisent plus. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. Parce que pour faire les offres de formation, ils ont besoin des enseignants pour pouvoir, les enseignants de certains rangs, pour pouvoir leur porter leurs offres de formation. Ça, c'est vrai, parce que l'enseignement supérieur ne va pas accepter, ne va pas accréditer si ce n'est pas porté par un certain nombre. Et ces enseignants-là, on les trouve plus dans le public. Effectivement. Donc ça, c'est très important. Et donc, à partir de là, quand ils donnent les noms de ces enseignants-là, et pour avoir les offres, ils les utilisent plus pour dispenser les enseignements. C'est ça. Ce qui fait que ça pose un problème. Donc la qualité alors diminue. Alors c'est pour ça qu'il faut dire, est-ce que une université privée aujourd'hui est prête à payer 450 000 à un docteur? Oui. Pourquoi pas? Ils peuvent. Il suffit que le coût qu'ils donnent, ils peuvent avec ce qu'ils font. Mais ils demandent ceci. Ils disent, les universités privées, que l'État a accrédité, que l'État demande qu'un quota de bacheliers leur soit affecté d'office. D'accord. Vous comprenez? Bon, ils disent ça. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je comprends pas. Pourquoi pas? Peut-être. Et ça va plus davantage les rendre plus responsables. Il dit, mais vous-même faites d'abord un pas. D'accord. Vous comprenez? En commençant par recruter vos propres enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les universités privées peuvent, en collaboration... Parce qu'il y a quand même un peu de docteurs sur le terrain. On peut vraiment les recruter. Et davantage, ça va leur permettre, en leur exigeant la pédagogie, et donc ça va permettre de les former aussi. De les former également, pour que ça puisse en être autrement. Donc ça, sur ce plan-là, je pense que le débat est à ce niveau, et davantage, ils sont en train de comprendre. Mais ça, c'est leur demande première, l'ensemble des fondés, des établissements, pour discuter avec certains parmi eux, ce que j'ai comme élément et qui me reviennent à tout bout de champ. D'accord. Dans le public, ça va? Le coût, c'est bon pour vous? Encore que, est-ce qu'il ne faut pas, je me demande augmenter s'il ne faut pas augmenter avec ce qu'on demande. D'accord. Je me demande. Mais il faut dire que l'État doit davantage subventionner. Mais c'est là où il n'y a pas de coût, ça ne doit pas. Donc l'État, s'il est à la recherche de ça, il faut faire ça. Vous savez, ça sera votre mot de fin. Dans les universités américaines, par exemple,
l'enseignement du supérieur, l'enseignement supérieur coûte très cher. Très cher, effectivement. Très très cher. Les gens s'endettent. Les gens s'endettent et même finissent pas de payer avant de mourir. Effectivement. Donc quand ils commencent pas à travailler. C'est tout à fait le contraire dans le système français. D'accord. Tout à fait le contraire. Mais aujourd'hui, le système français a compris et même les étudiants étrangers payent davantage plus cher que les étudiants. Votre mot de fin pour clôturer. Alors, je voudrais dire que nous avons besoin de cette université du futur et que ce soit tous les acteurs de l'université, les enseignants que nous sommes, et que c'est pour ça qu'un certain nombre parmi nous, on s'est mis dans un creuset appelé le cercle des enseignants du supérieur, si vous voulez on pourra revenir là-dessus, le CESE, mais par une déclaration à Dassa, nous sommes engagés aux côtés de ces réformes-là, donc aux côtés du duo Wadagne-Talata, pour dire que si ces réformes ont commencé comme ça, on aura cette université du futur et donc il ne faut pas lâcher. Et donc nous sommes un certain nombre d'enseignants. Nous avons un cercle, il y a une coordination de ce cercle dont je coordonne. Et il y a un secrétaire général, le professeur Guioukou. Il y a une trésorière qui est à l'UNESTIM et vous avez un organisateur qui est à l'UNA. Et donc les 4 universités publiques, nous sommes un certain nombre d'enseignants engagés dans ce creuset-là et qui pensons qu'il est nécessaire que cette université future soit créée, qu'on y arrive avec toutes ces réformes qui ont conduit, on peut y arriver et qu'on ne doit pas se taire, parce que pendant longtemps on a reproché à l'enseignant du supérieur de se taire. Mais là c'est la politique que vous êtes en train de faire. On n'est pas en train de faire. C'est dangereux pour. C'est pas dangereux. Non, je pose la question. Je ne vais pas affirmer. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dangereux? On n'est pas en train de faire de la politique. On est en train de dire qu'on s'engage pour une université. Pour une vision. Pour une vision donnée, qui est une université de futur et qui est une amélioration de notre cadre de vie. Oui, quel que soit le candidat, vous pouvez dire ça, non? Vous pouvez porter ça. Non, ces réformes ont commencé sous un candidat. D'accord. Sous un système. Sous système. Vous voulez que ce système-là perdure. Qu'on puisse avoir la fin avant de se faire. Au moment opportun, vous serez sur le terrain pour défendre ça. Ici, nous sommes sur Radio Cotonou. Merci à vous pour votre passage, professeur Clotaire Agossou, agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Parakou et vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Et bien entendu à Parakou, à nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Et fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et votre participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Diop Chikpei, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés Radio Cotonou et bonne suite au programme sur nos antennes. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.